Cette semaine, nous parlons de HTTP3 et de Quick, mais pas que. Nous parlons de S3 et DynamoDB. Nous jetterons un regard rétrospectif sur 10 années d'évolution de EBS. Enfin, je vous indiquerai un nouveau moyen de bloquer les attaques sur la page d'authentification de vos applications. On parlera DevOps aussi, ou de ChatOps, plus précisément. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français qui ne prend pas de vacances. Vous le savez, toutes les semaines, même en juillet et même en août, vous avez un nouvel épisode à télécharger, à consommer tous les vendredis matins. Une semaine sur deux, un retour d'expérience d'un client ou de nos partenaires. Et puis une semaine sur deux, mon analyse des nouveautés AWS. Elle est forcément biaisée, cette analyse. Moi, j'ai un biais plutôt DevOps, donc c'est plutôt une analyse technique qui intéresse les gens qui font de l'infrastructure, qui gèrent de l'infrastructure, qui créent des applications, qui développent des applications. Et cette semaine, l'actualité ne s'arrête pas puisque j'ai épinglé 6 nouveautés pour vous cette semaine. Un son un tout petit peu différent, peut-être que vous l'entendez si vous nous écoutez dans de bonnes conditions, parce que je l'enregistre aussi dans des conditions différentes, ce podcast. J'ai la chance de pouvoir prendre quelques jours de repos avec la famille, et donc j'ai pas tout mon matériel d'enregistrement habituel pour enregistrer ce podcast Retour à la normale dès la semaine prochaine. La première nouveauté que j'ai épinglée pour vous, c'est une nouveauté dans Amazon DynamoDB. Vous savez, c'est ce managed service de base de données NoSQL, clé-valeur, extrêmement performant, puisque quelle que soit la quantité de données dans vos tables, il vous répond toujours en moins de 10 millisecondes, et vous pouvez stocker de gros volumes de données dans vos tables. Depuis quelques temps déjà, vous pouviez exporter le contenu d'une table DynamoDB vers S3 en une seule opération, un seul clic dans la console. Enfin, un seul clic, façon de parler, quelques clics dans la console, un appel d'API. Maintenant, vous pouvez faire l'inverse également. Vous pouvez importer des fichiers CSV ou des fichiers JSON au format DynamoDB depuis S3 vers DynamoDB. Donc, c'est un nouveau moyen de pouvoir provisionner des tables extrêmement rapidement. Là où avant, vous deviez écrire des scripts, provisionner une table, prévoir de la capacité en écriture dans cette table-là aussi. Ici, c'est un side load en quelque sorte, ou un load par derrière, donc ça ne consomme pas votre capacité ni en écriture ni en lecture. Donc si vous travaillez beaucoup avec DynamoDB, voilà une nouvelle flexibilité, quelque chose qui rendra vos workflows plus flexibles et qui vous nécessitera d'écrire moins de lignes de code. C'est cette possibilité d'importer vos données brutes directement depuis Amazon S3 vers DynamoDB. Puis tant qu'on parle d'Amazon S3, je suis tombé sur un blog qui a été publié dans le blog de stockage, ouais, ça a du sens finalement, par Arun Chandapillai et Shak Katir. C'est un blog publié le 19 août de cette année qui vous liste 6 différentes méthodes pour trouver la taille totale de vos buckets sur S3. Alors je vais pas vous obliger à aller cliquer sur le lien pour aller lire, il n'y a pas de pub, on gagnerait à faire ça, donc autant vous donner les 6 méthodes directement. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez comme d'habitude aller lire le blog post. Tous les articles, toutes les choses dont je parle dans le podcast sont toujours liés dans les notes du podcast. Il suffit que vous descendiez un peu dans votre application de podcast ou sur le site web si vous écoutez sur le site web, et vous verrez tous les liens vers les articles dont j'en parle. Alors c'est quoi ces 6 méthodes pour voir la taille totale de vos buckets S3? C'est la console AWS, simplement. Dans la console S3, vous allez dans Metrics, ça c'est le premier moyen. Deuxième moyen, S3 Storage Lens, la lentille stockage de S3, qui est inclus dans la console S3 également. Amazon CloudWatch a une métrique qui vous donne la taille des buckets. Il y a un service qui s'appelle Amazon S3 Inventory qui vous permet d'avoir un inventaire de l'ensemble de votre consommation sur S3. Le cinquième, c'est la ligne de commande avec la liste, la AWS S3 LS, avec 2 options ou 3 options que vous ne connaissez pas nécessairement sur les lignes de commande. Il y en a une qui s'appelle Summarize, qui vous permet de donner la taille
pour un bucket donné. Il y a une option qui s'appelle Human Readable qui donne une output qui est agréable à lire pour l'homme avec l'homme ou la femme évidemment, l'humain disons, le nombre total d'objets, la taille totale de votre bucket. Et une option récursive aussi, moins récursive, qui permet juste de donner un bucket et puis de voir le détail en dessous. Et la sixième méthode, c'est évidemment d'écrire un script. Et dans le blog post en question, il y a un script qui doit faire 15-20 lignes de code, c'est pas très compliqué, qui va calculer la taille de tous vos buckets à travers plusieurs comptes éventuellement. Vous pouvez tirer sur des comptes et vous donner tout ça dans un fichier CSV. Voilà, si vous avez beaucoup de buckets S3 sur plusieurs comptes dans plusieurs régions, voilà 6 moyens différents qui sont à votre disposition pour vous aider à gérer la taille de vos buckets S3. Mon collègue de Corée, Shani Yoon, a publié un blog post mercredi 24 août où il annonce une nouveauté pour Slack. C'est la possibilité d'ajouter une application AWS support à Slack. En fait, dans le monde DevOps, il y a une tendance depuis quelques années qui s'appelle le ChatOps, où les opérateurs DevOps ont tendance à utiliser de plus en plus des outils de communication comme Slack pour recevoir des notifications ou pour même prendre des actions sur l'infrastructure. Ça vous permet, en étant dans un outil, celui avec lequel vous communiquez avec vos collègues tout au long de la journée, de pouvoir aussi interagir avec votre infrastructure. Alors, AWS Chatbot existe depuis plusieurs années. J'ai fait un talk à reInvent d'ailleurs en 2019 qui parle de chatbot, de comment l'intégrer à Slack pour recevoir des notifications, etc. Je vous mets le lien vers la vidéo de ce talk également dans les notes du podcast. Mais là, on va un coup plus loin, puisque c'est vraiment une application Slack qui est proposée par AWS Support. Et cette application Slack, une fois activée sur votre compte Slack, peut vous permettre d'initier une conversation avec nos ingénieurs de support, par exemple. Elle vous permet d'avoir des updates sur le pricing. Elle vous permet de faire des demandes d'augmentation de quotas. Et tout ça est très bien expliqué dans le blog post de Chani, comme d'habitude, où il vous montre étape par étape comment activer l'app. Vous pouvez avoir plusieurs comptes liés à une app, plusieurs comptes AWS ou plusieurs channels, jusqu'à 20 channels et jusqu'à 100 comptes AWS gérés par cette app. Donc comment l'activer et puis comment l'utiliser avec des /AWS support pour par exemple demander une augmentation de service de quota. Ça c'est la nouvelle app AWS support pour Slack. Côté support, il y a un outil très pratique aussi qui s'appelle AWS Trusted Advisor. C'est un outil qui est gratuit dans sa version de base pour tout le monde et qui est un peu plus complet dans la version qui est offerte aux clients qui ont des contrats Business Support ou Enterprise Support. Alors Trusted Advisor, c'est quoi ? C'est un service AWS qui implémente plus de 200 vérifications sur votre compte AWS, sur votre infrastructure, réparties dans 5 catégories: l'optimisation des coûts, la performance, la sécurité, la tolérance aux pannes et les limites de service, et qui vous fait des recommandations actionnables de choses à vérifier sur votre compte, soit pour diminuer les coûts, soit pour augmenter la résilience, soit pour augmenter votre posture de sécurité, avec 3 catégories de recommandations: les check exclude, ceux dont vous voulez pas prendre action, ceux où une investigation est recommandée, et ceux où une action est recommandée. Vraiment, on vous conseille fortement d'appliquer tel ou tel réglage. Nous ajoutons une nouvelle fonctionnalité à Trusted Advisor uniquement pour les clients qui ont de l'Enterprise Support, donc la plus haute catégorie de support. C'est une possibilité qu'offre Trusted Advisor, qui devient par défaut d'ailleurs pour les clients Enterprise Support, de trier toutes ces recommandations dans un ordre de priorité qui est spécifique à votre contexte. Donc Trusted Advisor Priority, uniquement disponible pour les clients qui ont le support d'entreprise, va continuer de proposer des alertes remontées par les 200 checks dont j'ai parlé, mais en utilisant des techniques automatiques, va prioriser en fonction de votre contexte. Mais pas que. Il y a aussi des actions manuelles qui sont entrées par votre équipe de compte AWS, donc vos Enterprise Account Manager, vos équipes, votre Technical Account Manager, vos Solution Architects, peuvent soit rentrer des nouveaux checks manuellement, soit aider à prioriser les checks rapportés par le système, de manière à ce que vous voyez
une liste des checks avec les priorités sur lesquelles vous devez agir en fonction de votre contexte, de vos applications, de la connaissance de votre infrastructure, quels sont les comptes critiques où vous avez des applications critiques ou de vos priorités comme une migration en dehors d'un data center par exemple. Donc c'est une nouvelle possibilité offerte par Trusted Advisor de classer les recommandations par priorité et d'introduire une génération manuelle de recommandations spécifiquement faites pour vous sur base du contexte et de la connaissance qu'ont nos équipes de vos applications. Jeff Barr revient dans un blog post publié le 15 août sur 10 ans d'amélioration d'EBS. Vous savez, quand vous lanciez des Amazon EC2, des instances, des virtual machines, il y a 15 ans, au début, il n'y avait pas de stockage persistant. C'est-à-dire, si vous éteigniez l'instance, vous perdiez tout le stockage et vous pouviez que recréer une nouvelle avec un stockage vierge. Et typiquement, on utilisait S3 au moment de l'initialisation de la machine pour télécharger des données et les applications devaient réécrire sur S3 régulièrement. Puis on a introduit EBS qui avait un cycle de vie indépendant des instances EC2 où vous avez du stockage permanent, vous pouvez détacher un volume, le rattacher à une autre instance plus tard. Et la performance de ces volumes est mesurée en IOPS, en Input Output Operation par seconde. Et dans ce blog post, Jeff Barr revient sur 10 ans d'évolution des provision IOPS. Donc c'est les IO que vous pouvez provisionner au moment de la création d'un volume. Il y a une petite dizaine maintenant de types de volumes EBS différents. Et on a beaucoup évolué depuis les 100 IOPS initiales qu'offrait EBS il y a plus de 10 ans, puisque maintenant, si on regarde les volumes IO2, Block Express qui utilise le système de virtualisation d'AWS Nitro, aussi bien côté stockage que côté machine virtuelle, et un protocole réseau spécifique entre le service EBS et le service EC2, vous pouvez monter ainsi jusqu'à 256 000 IOPS délivrés 99,999% du temps et jusqu'à 4000 mégabytes par seconde de throughput. C'est le maximum que vous pouvez faire aujourd'hui sur des volumes de 64 terabytes, très loin aussi des 100 gigabytes initiales ou initiaux qu'offrait EBS il y a 10 ans. Voilà une petite page de perspective. C'est toujours bien de se souvenir d'où on vient pour apprécier où on est. Une nouveauté côté WAF aussi, Web Application Firewall. Vous savez, c'est ce Web Application Firewall, comme le nom l'indique, donc qui filtre les requêtes au niveau HTTP. Et typiquement, il s'active sur CloudFront ou sur des éléments qui sont at the edge du réseau, comme des load balancers. Ici, c'est pour CloudFront la possibilité de faire ce qu'on appelle en anglais du Account Takeover Prevention, donc d'éviter les attaques sur votre page de login. Donc, une fois que vous activez ce set de règles managées dans WAF, vous lui indiquez quelle est votre page de login, donc quel est le pass de votre page de login, quel est le nom des champs username et password, et il va automatiquement appliquer des règles pour essayer de détecter des anomalies sur cette page de login. Par exemple, vérifier si les username password viennent de username password leakés de bases de données publiquement connues de username password qui ont fuité sur Internet. Il va essayer aussi de vérifier s'il y a une brute force attaque sur votre mot de passe, et il va mitiger ces attaques de façon automatique sur base de patterns que nous connaissons des attaques sur les pages de login. Donc par défaut, il travaille sur votre page web uniquement. Il y a aussi un JavaScript SDK et un SDK pour iOS et Android qui vous permet d'avoir une vue plus 360 degrés, plus holistique comme on dit, sur l'ensemble des pages web de vos applications et de protéger l'ensemble des pages de login de vos applications. C'est disponible dans toutes les régions où WAF est disponible, sauf à Jakarta. Ne me demandez pas comme ça, c'est comme ça. Et dans le GovCloud US, qui en principe ne devrait pas trop vous impacter. Attention, il y a un coût pour ça aussi. Vérifiez bien le pricing avant d'activer ces règles de protection de votre page de login. Enfin, la dernière nouvelle qui a accroché mes yeux cette semaine, et pour moi c'est la plus importante et je la gardais pour la fin pour ça, c'est le support d'HTTP 3 et de Quick sur CloudFront. Donc CloudFront, c'est le service dont on vient de parler juste avant, qui permet de faire du Content Delivery Network, donc de donner un point d'entrée proche de vos clients vers vos applications, en faisant du cache at the edge également. Et bien, en juste un petit clic dans la console, en activant l'option HTTP 3, maintenant vous pouvez activer
HTTP 3. Alors quels sont les avantages d'HTTP 3? Et c'est surtout c'est difficile à dire, HTTP 3 et Quick ensemble. Alors Quick, je vous avoue qu'avant la lecture de ce blog post là, ça s'était passé en dessous de mon radar. J'avais complètement loupé ça. Mais Quick, c'est un nouveau protocole qui utilise UDP pour communiquer entre votre client et le web serveur. Typiquement, HTTP 1 et 2 utilisent TCP. Vous savez que TCP est un protocole orienté stream, donc il y a une ouverture de connexion avec un handshake en 3 étapes. Et puis TCP va s'assurer que chaque paquet qui soit envoyé arrive bien de l'autre côté, intact, donc avec un système de checksum, et qu'ils arrivent tous dans l'ordre où ils ont été envoyés. Donc il y a un système de hack permanent qui permet au serveur de dire ok, j'ai reçu jusqu'au paquet 18, ok, j'ai reçu jusqu'au paquet 37, ok, j'ai reçu jusqu'au paquet 25, avec des systèmes de renvoi, etc. pour si jamais les paquets n'arrivent pas sur des réseaux moins fiables. Alors sur des réseaux très fiables, ça marche relativement bien qu'il y ait quelques limitations. Une limitation, c'est que chaque fois qu'il y a un handshake protocolaire au-dessus de TCP, il faut le refaire. TLS est le merveilleux exemple de ça. Une fois que la connexion TCP est activée, il y a un handshake au-dessus de TCP qui se fait entre le client TLS et le serveur TLS, ce qui ralentit puisque c'est de nouveau un ensemble d'allers-retours entre le serveur et le client. Donc l'idée de Quick, c'est un protocole qui vient des ingénieurs de Google. Ça travaille sur UDP et c'est au niveau applicatif finalement qu'on va s'assurer que tous les paquets arrivent bien de l'autre côté et arrivent dans le bon ordre. Donc il n'y a plus de connexion TCP, il n'y a plus de handshake. Le handshake TLS se fait au niveau de Quick et c'est le protocole au niveau applicatif qui gère l'ordre d'arrivée des paquets. Le fait d'avoir ça au niveau applicatif, c'est intéressant aussi parce que ça permet peut-être d'évoluer un peu plus vite, parce que typiquement le flow control de TCP, il est implémenté au niveau des kernels des systèmes d'exploitation. Donc si on veut modifier quelque chose, il faut modifier le kernel ou attendre la prochaine version de son kernel. Ici, on peut aller plus vite puisque c'est géré dans les applications. On peut aller plus vite en termes de release, de nouveautés ou de management de ce handshake et de ce protocole. Un des désavantages de HTTP2 par exemple, qui faisait déjà du multiplexage de connexion vers un serveur web sur TCP, c'est qu'il n'y avait qu'une seule connexion TCP en dessous, et donc si pour une raison ou l'autre la connexion TCP commençait à être impactée pour certains streams virtuels HTTP2, par exemple pour aller chercher le favicon d'un site web, l'ensemble des streams HTTP2 étaient bloqués. C'est ce qu'on appelle le head of line blocking. Donc c'est l'ensemble de ces problèmes-là qu'HTTP3 et Quick permet de solutionner. C'est relativement bien supporté par les browsers, Android via Chrome le supporte, Firefox le supporte, les dérivés de Chrome également. Safari le supporte, mais c'est pas activé par défaut. Il faut aller dans le menu développeur et activer HTTP3. Et les outils en ligne de commande en général commencent à supporter HTTP3 et Quick également. Ce qui m'a émerveillé, moi, c'est la simplicité pour l'activer sur mon infrastructure, l'infrastructure du podcast AWS en français que vous utilisez pour télécharger. Ça passe par CloudFront également, et c'est vraiment aller dans ma distribution dans la console, éditer la configuration, activer HTTP3, faire save, et 2 minutes après, j'étais capable de tester avec Firefox que les connexions se faisaient bien en HTTP3. Absolument rien d'autre à faire, pas de coût caché non plus. Tout ça, c'est inclus dans le coût de CloudFront. Pour en savoir plus, vous allez sur le blog post écrit par Shani, décidément qui était bien occupé pendant ce mois d'août, Shani Yoon, mon collègue de Corée, avec le post HTTP3 pour Amazon CloudFront, dont les notes sont dans les notes de ce podcast. Voilà l'ensemble des nouveautés AWS qui ont attiré mon attention, un peu biaisée comme d'habitude, cette revue de nouveautés, biaisée vers les développeurs, vers les DevOps, vers les admin systems, vers vous qui avez les mains sur le clavier. La semaine prochaine, on parlera de Smart Territory Framework, on parlera d'IoT, et puis tout ce qu'il faut faire au-dessus d'un projet IoT pour pouvoir exploiter les données qui viennent de sources différentes. Et il y a un framework open source qui s'appelle Smart Territory Framework qui vous permet de démarrer très rapidement, en quelques heures, un projet IoT à l'échelle d'une ville ou d'une entreprise. Et on en parlera avec mon collègue Ali Ben Fatoum. Ça sera pour vendredi prochain. Ça sera le premier podcast de
septembre, si je ne me trompe pas, puisque vendredi prochain, nous serons déjà le 2 septembre. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu nous prendre avec vous dans votre poche, dans votre application de podcast pendant les vacances, que vous avez pu continuer et apprécier ces épisodes de vacances. Retour vendredi prochain pour un autre épisode enregistré dans des conditions un peu plus normales. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.